Bonjour à tous, bienvenue sur ce bulletin d'information numéro 21 de la Web TV de Veille Stratégique. Merci pour votre fidélité pour ce second bulletin hebdomadaire. Alors aujourd'hui, on va traiter d'une actualité qui est encore une fois très chargée. On va parler d'Ukraine, on va parler de Chine, de Taïwan, et puis on va parler en fin de bulletin de la situation générale au Moyen-Orient. Alors donc, on commence tout de suite par l'Ukraine. On enregistre ce matin, il est 8h30 bientôt. Les dernières nouvelles qui sont arrivées depuis les différents canaux d'OSINT que nous consultons chaque jour font état donc cette nuit d'une nouvelle attaque des forces ukrainiennes sur la Crimée avec des missiles ATACMS. Il semblerait, selon les déclarations des Russes, que certains missiles ont réussi à percer les défenses anti-aériennes russes, que des impacts ont été enregistrés. On a eu au moins 2 morts parmi les civils dans le district de Simferopol, mais pour le moment, on n'en sait pas plus en termes de destruction sur les objectifs militaires qui étaient visés par cette attaque de missiles. On sait également que des drones marins ont été utilisés et que l'aviation russe revendique la destruction d'au moins l'un d'entre eux sur la côte ouest de la Crimée. Donc on verra au cours de la journée. Je vous invite comme d'habitude à vous maintenir informés via le blog, via la chaîne Telegram, via notre passage sur X sur mon compte Tercios del Sol pour en savoir plus quant aux résultats définitifs de cette attaque. Alors en ce qui concerne les opérations terrestres, je reviens donc sur ce que nous avons déjà abordé depuis la semaine dernière. On voit que sur l'ensemble de la ligne de front, les Russes sont à l'offensive, de manière très ciblée sur des points très particuliers, en plus de ce qui se passe dans le secteur de Kharkov. Alors dans le secteur de Kharkov, on peut dire que l'opération offensive russe, pour le moment, porte ses fruits, puisque ça a contraint l'armée ukrainienne à redéployer plusieurs milliers d'hommes et de matériel dans la région pour stopper cette opération. Pour le moment, ça fait à peu près une semaine qu'on est sur des combats qui sont extrêmement statiques, mais extrêmement violents, parce que notamment du côté russe, on a un déploiement de puissance de feu qui est absolument phénoménal, avec notamment, au-delà de l'artillerie, qui, comme d'habitude, dans les tactiques russes, joue un rôle crucial. Je le rappelais il y a déjà 2 ans dans les premiers articles que je rédigeais à l'époque sur l'analyse qu'on pouvait faire de la tactique russe pour cette guerre. Et là, on a en plus l'aspect aérien avec donc les fameuses bombes FAB de différents tonnages qui sont utilisées de manière systématique pour venir à bout des moindres nids de résistance ukrainiens, et en particulier sur le secteur de Wolfshansk, puisque là on est en zone urbaine, et que bien évidemment, pour pouvoir s'ouvrir la voie dans les défenses ukrainiennes, c'est un des meilleurs moyens pour tout aplatir devant soi, sachant que la ville, je le reprécise, a été quasiment évacuée à 95, peut-être même 100% par ses habitants. Donc, pendant que ces batailles, une fois encore d'attrition, qui répondent à la stratégie globale développée par les Russes depuis l'automne 2022, à l'exception des offensives sur les grands secteurs urbains qui ont été celles de Bakhmout et celles d'Avdiivka au début de l'année, on est à nouveau sur une inflammation, pourrait-on dire, de l'ensemble de la ligne de front, puisque depuis Robotiné, donc dans la région de Zaporijjia, jusque dans le secteur de Seversk, on a vu des opérations offensives sur des points bien précis du front. Alors si on regarde par exemple à Robotiné, eh bien là c'est terminé. On l'annonçait mardi, il restait plus que
les quelques dernières ruines au nord de ce pauvre village à conquérir, et il semblerait donc ce soit fait depuis avant-hier, donc c'est vendredi, donc ça a été fait mercredi. On constate dans le secteur de Vremivka que là encore les Russes sont à la manœuvre offensive, et là pour la seconde fois depuis le début du printemps, on a vu quelque chose, vous le découvrez sur les images qu'on vous diffuse. On a vu les Russes utiliser des motocyclistes sur des motos tout-terrain pour se déplacer plus rapidement vers la ligne de défense ukrainienne afin d'échapper aux drones. C'est-à-dire qu'on est en train de voir une nouvelle adaptation tactique de la part de l'armée russe pour cette fois-ci. Alors on a vu les adaptations tactiques matérielles de protection autour des chars, les fameux chars Tortues, il y a quelques semaines. On avait vu une seule attaque, un seul assaut au cours duquel les Russes avaient employé déjà des motocyclistes, et là c'est la seconde fois qu'ils opèrent de la sorte. On voit que c'est assez efficace effectivement pour éviter les drones FPV. Et donc on peut s'attendre à ce que ça soit généralisé à mesure des assauts et des combats qui ne vont cesser, à mon avis, de s'intensifier jusqu'à la fin de l'été, au mois de septembre. Et donc ça risque peut-être de devenir une nouvelle méthode pour l'infanterie cette fois-ci, puisque on a vu nombre de véhicules de transport d'infanterie blindés être eux aussi ciblés et détruits par les drones. Et donc là, il est évident que quelqu'un qui est sur une moto qui peut rouler en tout terrain à parfois à plus de 100 km/h peut facilement faire des manœuvres d'évitement afin de ne pas être touché par les drones. Et puis là, le rapport coût d'emploi d'un drone pour détruire une moto, là ça commence à devenir négatif pour celui qui emploie le drone, parce que là, si vous frappez un char avec un drone FPV et que vous détruisez ou que vous neutralisez le char, vous êtes dans un rapport financier entre guillemets qui est favorable. Si c'est pour détruire une moto, là la moto elle vaut 10 fois moins cher que ce type de drone. Donc à suivre. Donc on a vu ça dans le secteur de Vremivka. On voit également à la manœuvre, les images, on les a diffusées hier, on vous les rediffuse dans le bulletin, des assauts répétés dans le secteur de Chassovyar, où là, comme on l'annonce depuis plusieurs semaines, alors on a eu la chute de Klishivka, la chute d'Andrivka sur le flanc sud du secteur d'attaque russe, qui leur permet désormais de contrôler les hauteurs stratégiques, toutes les hauteurs stratégiques qui se trouvent à l'est du canal du Seversky Donetsk, et qui relie le fleuve, enfin la rivière au Donbass. Et on voit maintenant en parallèle les assauts qui se déroulent dans la zone forestière, donc au sud-sud-est de Chassovyar. Et là encore, donc on a vu hier les Russes prendre pied donc dans une petite bourgade, localité qui est dans la banlieue de Chassovyar, qui s'appelle Novi. Là, les Russes donc sont sortis de la zone forestière qui donc enjambe le canal. On a expliqué ça déjà dans les bulletins précédents. Et donc les assauts dans le secteur de Chassovyar sont très violents, très puissants, parce que en passant par là, comme je le dis depuis maintenant, je crois, le début du mois de mai, on va avoir une capacité de créer une tête de pont au sud de Chassovyar pour prendre à revers les défenses ukrainiennes et s'emparer plus facilement de la ville, d'autant qu'au nord, on a là aussi des progrès qui sont réalisés par les Russes. Donc on peut s'attendre à ce que on ait véritablement une nouvelle mâchoire qui vienne se refermer sur la ville. On a dans le secteur d'Avdivka, là c'est toujours pareil, tous les combats se déroulent soit à l'ouest, soit au nord-ouest d'Avdivka, dans la direction notamment de Pokrovsk, où on a encore des unités russes qui sont à la manœuvre dans le saillant d'Orechetine, près du village d'Arkhangelsk. On a également le secteur autour d'Oumanske et de Netailovo qui continue d'être actif parce que les Russes sécurisent la ligne de front après la conquête de ces villages. Et donc on est dans une situation
de tension du coup permanente de l'effectif ukrainien parce que à force d'avoir redéployé des réserves dans le secteur de Kharkov, on voit bien qu'elles vont finir par manquer ailleurs et les Ukrainiens n'ont pas les effectifs nécessaires. On voit toutes les difficultés sur le Telegram, malgré les interdictions pour faire la chasse aux recrues dans les villes ukrainiennes qui sont désertées parce que les gens se terrent chez eux pour ne pas être attrapés par les sergents recruteurs comme c'était le cas à l'époque frédéricienne au XVIIIe siècle. Hein. Là, on a vraiment une extinction de la vie civile, alors que on voit les plages, notamment d'Odessa, qui devraient être bondées de monde. Tout le monde a déserté parce qu'il n'y a pas un seul jeune homme, donc concerné par la nouvelle loi de conscription, qui veut finir sur la ligne de front. On constate qu'on a de plus en plus de cas de tentatives de fuite vers soit la Roumanie, soit la Hongrie, et des fois ça se termine des fois ça se termine par des drames. Hein, des gens tentent de franchir à la nage des rivières, ils se noient, et puis dans beaucoup trop de cas, pour ces malheureux, ils sont rattrapés par la police militaire ukrainienne pour être envoyés au front. Donc, face à ce déficit humain, on va avoir à un moment donné un endroit ou des endroits où le front va finir par craquer. Ça veut donc dire que l'opération menée sur Kharkov va porter ses fruits, non pas de manière directe par la chute de la ville, dont on a déjà parlé, en l'écartant pour le moment, parce que si le front s'effondrait, la ville pourrait être prise, mais en l'état, on voit bien que c'est pas ce qui est visé par les Russes. On a vu de nouveaux déploiements, alors des images qui nous sont présentées comme de nouveaux déploiements de force dans le secteur de Soumy. Alors ce qui est il faut être très prudent hein, quand vous filmez un train qui se déplace avec du matériel dans un secteur. Si vous n'avez pas filmé le débarquement du même train et ensuite l'acheminement des matériels débarqués vers tel ou tel lieu que vous pouvez identifier avec des photos, avec des vidéos, le train il peut repartir dans l'autre sens dans la nuit et vous êtes pourtant convaincu que ce qu'il avait sur ses plateaux a été acheminé. Là, pour le moment, on parle beaucoup du secteur de Soumy, et effectivement, il y a beaucoup d'indices, comme ça a été le cas avant l'attaque dans le secteur de Kharkov, qui laisse entendre que les Russes concentrent du monde dans cette zone-là. Est-ce pour mener une vraie attaque, ou est-ce pour à nouveau fixer des unités ukrainiennes sur la défensive? On verra dans les jours qui viennent ce que ça va donner, ou dans les semaines qui viennent, mais toujours est-il que sur le reste du front, avec encore, comme sur Kharkov, des appuis-feu massifs en artillerie et en aviation, les Russes, là, continuent ce grignotage, remodelage du front en leur faveur, qui, je pense, finira par aboutir à un moment ou un autre à la rupture d'un ou de plusieurs secteurs. Et là, ce sera le sauve-qui-peut général du côté ukrainien, parce qu'on voit que les unités sont épuisées, que les hommes sont au bout du rouleau, hein, excusez-moi cette expression, et que ça devient de plus en plus difficile, d'autant que, comme Zelensky ne cesse de le répéter, bien qu'il ne soit plus légitimement le président de l'Ukraine, rappelons-le, puisque son mandat est terminé depuis le début de la semaine, il continue de dire que ce qu'il lui faut, c'est des défenses antiaériennes, parce que le grand atout des Russes, au-delà de l'artillerie dont on a souvent parlé, là c'est vraiment l'écrasement des défenses ukrainiennes sous les bombes planantes FAB qui écrasent littéralement toute résistance, tout nid de résistance majeure sur la ligne de front au fur et à mesure, et ça permet d'économiser bien sûr à la fois le matériel, mais aussi avant tout la vie des soldats russes sur la ligne de front. Voilà, donc on va probablement assister, alors est-ce que ce sera dans les jours ou dans les semaines qui viennent, à cet effondrement sur un secteur ou plusieurs. Là, je suis pas devin et je ne me lancerai pas dans ce genre de pari sur l'avenir. Ça n'a aucun intérêt. Alors, on va passer à l'autre grande actualité de ces derniers jours, à savoir les tensions entre la Chine et Taïwan. Donc au début de la semaine, on a eu le nouveau président taïwanais qui a donc été investi dans ses fonctions, hein, Lai Ching-te, qui avait été élu donc en janvier dernier.
Et face à cette investiture et face aux déclarations, hein, cet homme politique taïwanais est plutôt classé dans ceux qui sont favorables, très favorables à l'indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine continentale. Il est très bien soutenu par les Américains et donc ça a un peu irrité, vous vous en doutez, Pékin, qui a donc rappelé par le biais du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois le fait qu'il n'y avait qu'une seule Chine diplomatiquement, hein, il n'y en a pas deux. Nous, Français, nous sommes les premiers à l'avoir reconnu il y a maintenant 60 ans. Hein. C'est pour ça que le président Xi Jinping est venu en France voir Emmanuel Macron il y a quelques semaines, deux semaines je crois maintenant. C'est pour célébrer le fait que la France a été le premier pays occidental pendant la guerre froide, grâce à l'intuition du général de Gaulle, à reconnaître la Chine populaire comme étant la seule Chine sur le plan des relations internationales et diplomatiques. Voilà. Il y a un contentieux avec Taïwan, un contentieux qui doit être réglé et on doit tout espérer, tous, espérer qu'il se règle diplomatiquement, mais néanmoins, Taïwan, juridiquement, n'existe pas en tant qu'État. Hein. Et même les États-Unis, puisque Richard Nixon, influencé par le général de Gaulle, comme on le sait aujourd'hui en lisant ses mémoires, on sait que Richard Nixon a reconnu la Chine populaire à son tour, dans le sillage de la politique qui avait été lancée par le général de Gaulle, et même les États-Unis, prisonniers aujourd'hui dans des contradictions internes et externes, sont toujours diplomatiquement, ne reconnaissent absolument rien à Taïwan. Ils entretiennent des liens économiques, culturels, militaires, bien évidemment, mais Taïwan n'a pas d'existence reconnue au niveau de l'ONU par rapport à la Chine. Et donc, les Chinois ont récupéré à la fin du XXe siècle les différents comptoirs coloniaux portugais pour Massang et pour Hong Kong avec les Britanniques. Il est hors de question, hein, je l'ai expliqué, je vous invite à revoir la vidéo de présentation des forces armées chinoises, il est hors de question pour Pékin de laisser à l'horizon 2049, hein, qui sera donc le 100e anniversaire de l'accession au pouvoir du Parti communiste chinois, de laisser Taïwan toute seule, et qui plus est de devenir un jour un État indépendant, ce qui poserait de toute façon des problèmes diplomatiques complètement ingérables. Et donc, bien évidemment, l'investiture du président taïwanais était prévue de longue date au niveau du calendrier, et donc les Chinois, pour marquer leur désaccord au-delà de leur déclaration, avaient programmé un exercice militaire, épée jointe, hein, si on prend la traduction de ce qui nous est donné en anglais, hein, joint sword, euh, et qui servait, enfin, puisque l'exercice est en train de se terminer aujourd'hui vendredi, qui servait à manifester une nouvelle fois les capacités de l'armée populaire de libération à encercler Taïwan avec des moyens aéronavals, à mener des exercices de frappe massive avec des missiles Dongfeng à partir à la fois de frégates et puis aussi l'intervention de bombardiers, de chasseurs, de lance-roquettes multiples, de drones. Enfin là on a vu vraiment du côté chinois un grand déploiement de force pour dire voilà, ne faites pas des déclarations intempestives trop facilement pour dire on est indépendant, on ne reconnaît que notre indépendance, on n'en a rien à faire de la volonté de Pékin. Hein, dans le rapport de force, déjà c'est une petite bévue, si vous me permettez cette expression. Hein, c'est pas parce que Taïwan est soutenu par les États-Unis que sa défense est assurée ad vitam aeternam. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Les Américains, et on l'a vu tout au long de l'histoire de la guerre froide, les Américains, s'ils ont envie de vous lâcher, ils vous lâchent. Hein, ils sont vos alliés jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de vous. Donc, faut que les Taïwanais
Et c'est d'ailleurs ce qui explique une partie du revirement du Kuomintang de Chiang Kai-shek, hein, qui était donc le leader nationaliste et le parti nationaliste opposé à Mao Tse-tung. Aujourd'hui, le Kuomintang est plus que favorable à des négociations avec Pékin pour réunir Taïwan à la Chine dans des conditions qui soient favorables aux Taïwanais, tout en respectant cette idée d'une Chine une et indivisible. Donc là, ces exercices militaires sont venus rappeler à Taïwan que on ne pouvait pas se permettre de faire des déclarations intempestives, fût-ce au cours de l'investiture du président taïwanais, parce que je le rappelle, en même temps que les élections présidentielles, il y avait des élections législatives, et ces élections législatives ont donné une courte majorité aux pro-indépendantistes, et donc ça ne leur donne pas les moyens de faire une politique pourrait-on dire aventureuse à l'égard de Pékin. Ils sont obligés de rester sur des positions plus équilibrées que les déclarations du nouveau président lundi au cours de son investiture. Donc ce déploiement de force a fait dire à certains, alors là je ne sais pas d'où les gens ont pu se lancer dans cette hypothèse, on fait dire à certains sur les réseaux hier que tout ça était annonciateur d'une invasion de Taïwan par la Chine au mois de juin, et que la visite de Vladimir Poutine à Pékin la semaine dernière visait à coordonner entre les deux pays cette action militaire à venir. Alors je n'y crois pas une seule seconde. Les Chinois le manifestent notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils ont une position qui se veut la plus équilibrée possible, parce que pour eux, la guerre doit cesser le plus vite possible, parce qu'elle est mauvaise pour les affaires, tout simplement, et pour les échanges économiques entre la Chine et l'Europe, et qu'il est, il est préférable pour eux que la guerre en Ukraine s'arrête le plus vite possible, pour que les négociations et les échanges commerciaux se fassent à nouveau de manière intensive entre la Chine et l'Europe, et bien sûr les États-Unis. Et donc pour eux, se lancer demain dans une opération contre Taïwan, où je le rappelle, Taïwan dispose d'un avantage stratégique sur tout ce qui est microprocesseurs, enfin pour tout ce qui est puces de microprocesseurs. Donc si demain l'économie taïwanaise était mise à l'arrêt pendant un certain nombre de semaines, peut-être même de mois enfin à cause d'une attaque chinoise, tout le monde en pâtirait, et les Chinois les premiers. Donc pour le moment, tant que la Chine n'aura pas récupéré et développé des moyens propres pour gérer tout ce qui est donc du domaine de l'électronique de pointe, je vois pas comment on pourrait s'imaginer que la Chine va lancer une attaque, ou alors elle a les moyens de réaliser la neutralisation de Taïwan en une semaine, ce dont je doute militairement, non pas des capacités chinoises propres, mais des capacités de résistance taïwanaises qui, à mon avis, seraient suffisamment puissantes pour au moins tenir un mois et entre guillemets prolonger le conflit de telle sorte à ce que ça devienne très compliqué pour Pékin. Voilà. Donc il faut prendre en considération les déclarations des uns et des autres, voir que les Chinois rappellent à la terre entière qu'il n'y a qu'une seule Chine, et ils ont raison en termes de droit international de le faire, et que cette idée qu'il y aurait demain une invasion de Taïwan, et je dis bien demain, puisqu'on parle du mois de juin, c'est dans moins de 10 jours, je n'y crois absolument pas. Voilà. Alors peut-être que Pékin va me faire mentir dès je sais pas, le 5 ou le 6 juin, on verra bien. Mais en tout cas, pour moi, je n'y crois pas. Alors, on va terminer en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient, non pas donc entre Israël et la Palestine, et puis aussi ce qui se passe en mer Rouge. On va pas rentrer dans le détail des opérations militaires. Il faut noter que bon, sur la bande de Gaza, les opérations militaires restent d'un niveau d'intensité moyen, malgré ce que ça engendre comme souffrance et comme morts et comme blessés parmi la population civile. On a encore eu des raids en Cisjordanie, des raids mortels pour les pauvres Palestiniens qui sont là-bas. On a vu que en mer Rouge,
Ansar Allah poursuivait ses opérations contre les coalisés, les alliés et leur flotte. Ça a engendré pour la première fois depuis un moment des frappes américaines mercredi sur le territoire yéménite. Et on a appris que Ansar Allah avait réussi à détruire au moins 2 drones américains au cours de la semaine passée. La grande information dont il faut un peu parler aujourd'hui sur cette région, c'est la reconnaissance de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Là, c'est vraiment une information qui est très importante parce que c'est la première fois que des pays de l'Union européenne, ou pas, puisque je rappelle que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, si je ne dis pas de bêtises, mais que la Norvège est garante des accords d'Oslo, hein, dont je ne cesse de vous parler. Eh bien, aujourd'hui, surtout pour l'Irlande et l'Espagne, on est dans une grande nouveauté, hein, qui alors fait enrager encore plus les Américains par rapport, je ne parle même pas des Israéliens bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé avec les demandes de mandat d'arrêt du procureur Khan au niveau de la Cour pénale internationale. Et donc on est dans quelque chose qui peut avoir un effet boule de neige. Je rappelle que au niveau international, l'État palestinien est reconnu par les 2 tiers de l'humanité. Hein, il y a vraiment que l'Occident déclinant, les Nord-Américains, Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, et puis l'Union européenne, qui restent en dehors de la reconnaissance de l'État palestinien. Hein. L'ancienne Union soviétique l'avait reconnu, tous les pays de l'ancien pacte de Varsovie l'avaient reconnu, quasiment toute l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie reconnaissent la Palestine. Mais là, le fait que le mur se fissure enfin en Occident est très important. Et j'insiste sur quelque chose, parce que je commence à en avoir un peu assez de tous les pros d'un camp ou de l'autre qui viennent sur les commentaires raconter des horreurs à l'encontre de l'un ou de l'autre, ou même à mon endroit, mais enfin moi à la rigueur c'est pas grave, hein, je suis là pour ça, je le prends pas trop personnellement. La reconnaissance par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine dans les frontières fixées par l'ONU. Hein, ça ne signifie pas simultanément qu'ils ne reconnaissent plus l'État d'Israël. Donc c'est très bien, moi je suis très satisfait et j'applaudis à 2 mains et j'espère que ces 3 pays vont entraîner avec eux toute l'Union européenne et tous les pays de l'Union européenne à prendre la même décision. Hein, c'est-à-dire la reconnaissance, bien sûr que l'Europe reconnaît depuis 1948 l'État d'Israël, et qu'elle condamne les annexions et les expansions qui ont été faites, notamment en 1967 par Israël, mais doit reconnaître les frontières de l'État palestinien de l'autre côté. Hein, parce que les gens sont là, ils se réjouissent, oui, il faut se réjouir que des États européens reconnaissent la réalité du droit international. Hein, la Palestine s'est proclamée comme État indépendant en 1988, si ma mémoire est bonne. Hein, à l'époque, bien sûr, c'est Yasser Arafat qui était à la tête de l'OLP. Et donc, c'est ça qui est reconnu aujourd'hui. Et c'est ça qui avait été reconnu précédemment. Hein. L'Union soviétique avait été un des premiers à reconnaître l'État d'Israël dans les jeux diplomatiques des années, des premières années de la guerre froide, hein, parce que notamment, ceux qui l'oublient aujourd'hui, c'est que au début, dans l'État israélien, on avait des gens qui étaient des gens de gauche, qui étaient pas religieux du tout, qui voulaient faire un État où justement la religion juive n'est pas la place prépondérante, hein, et qui avait donc, pour certains, puisqu'ils venaient d'Europe de l'Est, que c'était des juifs ashkénazes, ils avaient des liens avec la mouvance communiste, et donc Staline voyait d'un bon œil l'idée de les soutenir. Alors après, dans la géopolitique de la guerre froide, Staline a changé de posture et s'est allié aux pays arabes, mais au départ, l'URSS a fait partie des soutiens à la création de l'État d'Israël. Donc faut pas l'oublier non plus, même si c'était effectivement dans les jeux des fois pervers de Staline et de sa diplomatie. Mais donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le monde
occidentale fasse ce qui est nécessaire pour la reconnaissance du droit des deux côtés. Donc vous avez aujourd'hui 3 États européens qui ouvrent une porte dans laquelle il faut espérer que la France et d'autres États vont s'engouffrer. Je suis très content de cette décision parce que quand je vois comment elle fait enrager les fanatiques qui sont autour de Netanyahou et Netanyahou lui-même, je me dis que ça va dans le bon sens. Après, il faut que ça rentre aussi dans des choses concrètes, parce que sur le terrain, pour les pauvres Palestiniens, c'est un encouragement moral important, mais ça ne modifie en rien leur situation. On l'a vu encore cette semaine, notamment, comme je viens de le rappeler, en Cisjordanie, où on a encore des raids meurtriers qui tuent des Palestiniens impunément. Voilà. Et on a aussi vu, puisque certains étaient là, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accusation contre Netanyahou par rapport à Gaza, etc. Hein, on a vu les images, notamment Charles Anderlin les a partagées sur X et d'autres, où on voit des soldats israéliens qui donnent des informations aux colons israéliens pour qu'ils interdisent aux camions qui apportent l'aide humanitaire de rentrer dans Gaza. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un système où on veut affamer, d'une part, et puis ensuite priver de médicaments la population gazaoui. Tout ça, c'est des crimes contre l'humanité, c'est pas que des crimes de guerre. Donc voilà, pour ceux qui douteraient encore. Et enfin, je vais en terminer avec ça, parce que je commence, là, c'est personnel, à en avoir assez qu'on vienne me rebattre les oreilles avec le Hamas. Le Hamas est, je le redis fortement, l'allié objectif de Benjamin Netanyahou et des kahanistes les plus fanatiques israéliens. Le Hamas n'existait pas il y a une trentaine d'années. Toute la résistance palestinienne était laïque. À sa tête, on trouvait beaucoup de chrétiens, beaucoup de marxistes. Mais il n'y avait pas de fanatiques musulmans et surtout pas de gens qui se réclament de la mouvance des frères musulmans, comme c'est le cas du Hamas. Qui a permis au Hamas, d'un seul coup, de prendre de plus en plus d'importance, notamment à Gaza, et presque exclusivement à Gaza? Qui a aidé à son financement? Qui a aidé à libérer ses dirigeants militaires et politiques pendant 20 ans? Les gouvernements dirigés par Benjamin Netanyahou. Vous pensez franchement que ces gens-là sont les alliés du peuple palestinien? Vous pensez franchement que des gens qui sont dans la main des pires extrémistes israéliens, Netanyahou l'a dit, ça a été expliqué dès le 7 octobre, on a ressorti ça, la presse a ressorti ça, Netanyahou a dit clairement depuis des années, si nous voulons éviter la création d'un État palestinien, il faut que nous, Israéliens, soutenions le Hamas pour que le pire soit toujours présent et pour éviter que nous puissions avoir une coopération pacifique et des négociations pacifiques avec les Palestiniens de bonne volonté. Voilà. Alors, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur la résistance palestinienne. Moi, je vous l'ai expliqué, vu mon âge, j'ai côtoyé des gens qui étaient proches de l'OLP quand j'étais plus jeune, je ne m'en cache pas. J'ai toujours considéré qu'à partir du moment où l'OLP avait reconnu l'État d'Israël et son droit à l'existence, et que l'OLP mettait fin au terrorisme, dont il a été longtemps la cheville ouvrière, l'OLP devenait donc respectable, et méritait donc qu'on discute avec et qu'on obtienne ce qui s'est passé à Oslo, et la poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, mais j'ai toujours considéré que partout dans le monde arabo-musulman, tous ceux qui ont fait émerger des mouvements politiques qui sont basés sur un islam rigoriste radical complètement délirant, sont les alliés objectifs des États-Unis d'Amérique et d'Israël, aux dépens des peuples arabes. Et aux dépens, bien sûr, ce qui est encore plus grave, parce que là on parle de quelque chose qui est un phénomène spirituel qui touche 1 milliard, plus d'1,5 milliard d'hommes, si les calculs qu'on nous donne sont à peu près bons, ou au moins 1 milliard d'hommes, qui est l'islam.
C'est-à-dire que ces gens-là participent partout au dévoiement de l'islam, ce qui est absolument catastrophique, que ce soit l'islam sunnite ou l'islam chiite. Donc, enlevez un peu vos œillères et essayez de comprendre la complexité des choses, hein, mais le Hamas n'est certainement pas l'ami du peuple palestinien, malgré ce qu'il peut se donner à faire, se donner à montrer, hein, il n'a fait que participer au malheur du peuple palestinien depuis que les Israéliens l'ont aidé à émerger, à grandir et à combattre. N'oubliez pas les accords, hein, le chef du Mossad qui disait à l'émir du Qatar, oui, vous pouvez signer un chèque de temps, donner un chèque de temps, etc. Hein. Tout ça, ça a été fait parce qu'Israël l'a voulu. Donc si c'est la volonté des Israéliens, ça ne doit pas être favorable au peuple palestinien. Surtout pas quand ce sont ces Israéliens-là, à savoir Bibi et sa clique de kahanistes. Voilà. Donc je voulais clarifier ce point-là parce que je pense que c'est extrêmement important pour comprendre la complexité de la région, comprendre la complexité de la situation et bien évidemment comprendre la douleur dans laquelle et l'abandon dans lequel se trouvent les Palestiniens à Gaza. Voilà. Eux qui sont déjà abandonnés en Cisjordanie parce que ce qui est l'héritier de l'OLP s'est fourvoyé avec les Israéliens, là c'est voilà, c'est une catastrophe. Et je n'oublie pas, bien sûr, tous les gens de l'OLP qui avaient des états de service dans la lutte contre Tsahal et contre Israël qui étaient monumentaux et qui ont été assassinés par le Hamas, torturés. Je n'oublie pas, hein, peut-être que vous oubliez parce que vous êtes jeune ou ce genre de choses, mais moi j'ai pas oublié ce qui s'est passé, l'épuration de toutes les factions dépendant de l'OLP et du Fatah à l'intérieur de Gaza quand le Hamas a pris le pouvoir. Et tout ça avec la bénédiction des Israéliens, encore une fois. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous demande encore une fois de continuer de nous soutenir, hein, les pouces en l'air, les partages, les commentaires positifs, les questions, on peut débattre, mais les anathèmes, les condamnations, vous pouvez les garder. De toute façon, les gens qui sont en charge de la page YouTube ont pour consigne de tout virer si ça dépasse ce qui est entendable ou lisible. Et surtout, n'hésitez pas financièrement. Je remercie tous ceux qui nous font des dons parce que là, on l'a vu sur la dernière vidéo, il y a un peu moins de pages vues probablement parce que doit y avoir du shadow banning qui est en cours par rapport au fait qu'on parle justement de situations complexes vis-à-vis de Gaza et d'Israël. Donc si on perd des revenus publicitaires, on aura encore un peu plus besoin de votre générosité. Donc on compte sur vous. On vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à mardi prochain. Au revoir.